Bonjour, bienvenue cet après-midi. Ortea, on est un réseau de consultants. Voilà, 7 consultants. Là, cet après-midi, on vous propose une réflexion à 3 sur le thème de sortir du cadre. Marie-Françoise, tu veux faire la première introduction? Si tu veux. Ce qu'on observe en 2015, c'est qu'un certain nombre de tendances se confirment, qui émergeaient il y a quelques années, mais aujourd'hui se confirment, que des entreprises ont saisi ces opportunités-là, que ce qui apparaissait au plan technologique de la science-fiction il y a quelques années est maintenant opérationnel avec des tas de projets. Et pourtant, le végétal souffre, donc vos entreprises souffrent. Et on pense qu'il y a urgence à faire quelque chose et urgence à sortir du cadre pour trouver de nouvelles voies et passer à l'action. Alors, pour vous mettre en jambes, je vous propose 3 questions autour de nos possibles et nos impossibles. Alors, si je vous dis vendre en supermarché des fruits et légumes qui ne sont pas de qualité visuelle irréprochable. Il y a encore quelques mois, vous m'auriez dit, c'est impossible, les clients ne veulent pas, de toute façon, voilà. Depuis, vous connaissez tous, je pense, la démarche des légumes moches. Clairement, c'est une campagne de communication qui a été proposée clé en main par l'agence Marcel, qui fait la com d'Orangina, par exemple, et qui l'a proposée à Intermarché, qui n'y croyait pas du tout. Mais quand même, ils se sont dit, et donc ils ont essayé dans un magasin à Provins, et ça a cartonné. Et depuis, vous connaissez la suite de l'histoire. Deuxième exemple, faire de la vente détail et avoir une boutique en ligne quand on vend à la distribution. Alors ça, en général, c'est impossible. Là, clairement, mes clients de la distribution, ils ne vont pas supporter. Et c'est un coup à se faire déréférencer, etc. Et ben moi, j'ai des clients qui le font. Ça se passe très bien. Et en plus, quand on travaille en vente détail direct, et ben finalement, on apprend, on se fait sa propre étude de marché, on améliore en fait son accompagnement produit, y compris dans la distribution. Et d'ailleurs, si on regarde juste à côté chez nos voisins de la viticulture, ils ont toujours vendu au caveau, vendu à des cavistes, vendu en grande surface lors des foires des vins. Ils savent très bien mélanger ces secteurs. Et aujourd'hui, ils font même ce qu'on appelle du cross-canal. Tu viens me voir quand tu pars en vacances, mais tu pourras retrouver mes produits quand tu seras dans ta région chez mon caviste préféré. Troisième exemple, vendre des slips fabriqués en France, sans marque connue et sans budget publicitaire. Vous allez me dire, c'est impossible, les coûts de fabrication, de distribution, de promotion, c'est beaucoup trop élevé. Arrête ton projet là. Ben oui, mais je sais pas, est-ce que vous connaissez le slip français? Non. Alors le slip français, ils ont commencé sur Internet il y a 2 ans, 3 ans maintenant, par 5 slips qui s'appelaient le foudroyant, le téméraire, le conquérant, l'indomptable. Depuis, en fait, c'est une belle aventure. Ils ont un magasin, ils font 1,5 million de chiffre d'affaires, un deuxième magasin en vue et un doublement de chiffre d'affaires, un appel de fonds, etc. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi, il y a un truc que je trouve absolument impossible et insupportable, c'est que d'un côté, le végétal, il est porteur de valeurs, de sens, de valeurs aux yeux des Français de façon incroyable. C'est que des choses positives. C'est ce qu'on voit avec l'étude valeur sur les mots du végétal, par exemple. Et quand on regarde des fois la filière du végétal, on a plutôt l'impression qu'elle ressemble à Cendrillon en train de travailler, des fois avec ses haillons. Voilà. Donc c'est quand même impossible d'en rester là. Et notre travail, c'est plutôt de se dire, franchement, il est temps de faire retrouver le carrosse à notre Cendrillon, de retrouver la baguette magique. Et oui, c'est possible, sinon personne ne serait là, hein, on y croit. Mais comment faire? Eh bien, je vous propose de commencer par justement cette réflexion sur les possibles et les impossibles. Finalement, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas nos possibles et nos impossibles, ce n'est pas une analyse objective de la réalité. Ce sont plutôt le fait de notre appréciation de la réalité et de nos convictions propres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Andreu Solé, qui est un sociologue et économiste qui a beaucoup travaillé sur les dirigeants d'entreprise et sur les relations entreprise-société et qui a écrit un livre qui s'appelle Le créateur de monde et justement en fait qui permet de relativiser
Alors il y a des gens pour qui rien n'est impossible et vont faire des trucs de ouf, et des fois même ils vont se planter parce qu'ils vont oublier certains paramètres. Mais souvent, notre plus gros souci, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt ce cadre qu'on se met, nous, autour de la tête et qui nous empêche d'oser imaginer des choses différemment, d'oser faire des choses. Donc la priorité, elle est bien peut-être de sortir de notre cadre, de nos convictions, de nos peurs, et oser sortir les yeux du carton, sortir de cette boîte qui est en train peut-être de nous enfermer, pour s'ouvrir de nouveaux possibles et entreprendre autrement. Alors, on n'est pas des startups, néanmoins, parce qu'on a un background, un passé, une structure, des factures à payer, des salariés à payer, une entreprise à faire tourner. On n'est pas une start-up à être capable de manger des pâtes pendant 2 ans. Néanmoins, il est intéressant de regarder comment fonctionnent ces nouvelles entreprises, ces nouveaux innovateurs, et de voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous inspirer dans nos démarches à nous. Et on peut très bien devenir start-upper aussi. Donc, ce qu'on voit, ce que faisaient déjà des entreprises depuis tout le temps, mais c'était assez ponctuel, ce que font les nouveaux innovateurs, ils fonctionnent systématiquement sur cette spirale positive qui est basée sur de la rencontre, de l'échange, de l'ouverture. Cette rencontre, elle génère de la confiance, et cette confiance génère de l'engagement. Tout ça produit des idées, produit de l'expérimentation et aboutit à de la création de valeur. Alors, un petit peu plus précisément, quand je parle de rencontre, c'est déjà en fait de rencontrer, de regarder différemment son équipe, ses voisins, de s'ouvrir, de s'accorder du temps pour observer, échanger avec d'autres personnes, de voir des usages, des technologies, d'être open, d'interagir et du coup de créer de l'hybridation, de chercher vraiment aussi des gens différents de nous pour, on sait bien dans le végétal, c'est l'hybridation qui crée la créativité. Et tout ça aussi dans un esprit de coproduction. Cette rencontre, elle va permettre au fur et à mesure de créer de la confiance, parce qu'on a une idée mais on n'ose pas, mais on va commencer à en parler et elle va prendre plus forme en parlant, en se rendant compte que d'autres personnes apportent des idées et finalement il y a des choses qui ne marchent pas, mais là-dedans il y a des pistes à creuser et on va avoir confiance en son équipe, en son projet et on va générer la confiance des autres. Et cette confiance, eh ben, elle génère ce qu'on appelle de l'engagement. L'engagement, ça prend différentes formes, multiples. Quelqu'un va parler de vous. Tiens, j'ai entendu un truc. Tiens, tu devrais rencontrer machin. On va se présenter à une autre personne. Quelqu'un va vous proposer d'apporter ses compétences parce qu'il trouve que votre idée, il y a un truc à creuser. Il va apporter des idées. Il va se dire, bah, tiens, je veux bien la tester dans mon magasin, ton idée. Va proposer de la financer, voire de s'associer à votre projet. Et un exemple très récent, c'était quelqu'un un Angevin, là, il va ouvrir un bar. Et il me raconte, ouais, je vais ouvrir un bar avec un concept un peu nouveau. Nanana. Bon, ça a mis plus de temps que je croyais. Et je ne pensais pas que je dirais merci à monsieur Zuckerberg. Ah bon? Ben oui, parce que j'ai vu le banquier, il ne voulait pas me financer. Alors j'ai ouvert ma page Facebook, j'ai commencé à raconter mon histoire, mon projet, et puis j'ai des Angevins qui ont contribué, qui ont dit que c'était bien mon idée, etc. Je suis retournée voir mon banquier avec ma page Facebook et mes commentaires, et mon banquier m'a financé. C'est une histoire vraie. Hein. À propos d'engagement, c'est effectivement toutes les plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Aujourd'hui, je veux dire, moi, tous les projets que je vois ont une part de financement participatif quasiment. Voilà. Je vous invite aussi à regarder un petit peu un projet pas loin de chez nous, là, enfin chez nous, Angers, qui s'appelle En direct des éleveurs. Ce sont au départ 3 éleveurs du côté de Nantes qui sont en train de construire un projet de laiterie, de transformation de leur lait, filière bleu, blanc, cœur, etc. Et ils sont complètement dans cette boucle-là. Ils ont rencontré le comptable, il leur fait leur business plan. Une agence marketing a dit, écoute, ton truc, ça m'éclate, je vous aide, je fais le logo. Là, ils sont sur une campagne de crowdfunding d'1 million d'euros. Et leur projet total est de 8 millions d'euros. Et à mon avis, vu comment ils sont partis, ils vont y arriver. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Voilà. Alors, dans cette spirale
rencontre, confiance, engagement. Il y a quelque chose aussi qui est au cœur de la réussite, c'est d'essayer, d'expérimenter très très vite, de trouver le prototype minimum. Des fois c'est un PowerPoint, des fois ça va être un truc qu'on va voir bricolé dans un Fab Lab, et pour pouvoir très vite le montrer, en parler, interagir, avoir du feedback, améliorer, corriger, se dire que finalement ce n'était pas une bonne idée, abandonner et partir ailleurs. Tout ça, ça permet d'avoir des risques relativement faibles, de monter un peu comme cette image qu'on avait utilisée l'année dernière. Je monte, je m'accroche, la prise tient, j'avance, la prise tient pas, je recule, je change. Et tout ça, eh ben, c'est une approche terrain qui nous apprend beaucoup. Même si ce n'est pas ce projet-là qu'on fait, on en fera un autre et on aura beaucoup plus appris que de ne rien faire et de réfléchir dans sa tête. On est dans la génération des makers. Regardez un petit peu sur Internet, si vous allez à la foire de Paris, il y a 6000 m² pour les makers. Donc les makers, c'est des gens qui font, qui bricolent, qui essayent. Donc soyons tous des makers et puis expérimentons, essayons. Clairement, on gagne beaucoup plus à parler de son projet et à avancer qu'on a beaucoup moins de risques en réalité. Ça, c'est le témoignage de tous les gens que je rencontre, que de garder son idée dans son coin pendant trop longtemps en se disant je la perfectionne, je la perfectionne. Voilà, alors c'était l'introduction de la première piste, sortir du cadre et regarder ce qui se passe et qui finalement est peut-être bien possible. Donc en route, ça veut dire aussi manager autrement, parce qu'aujourd'hui, dans nos impossibles, c'est le fait que tous nos indicateurs sont des indicateurs qui nous enferment, qui nous évitent, qui nous empêchent de prendre des risques, parce que taux de démarque, parce que stock, parce que marge. Donc il n'y a aucun indicateur qui nous dit expérimenter. Et si j'avais un conseil à vous donner, mettez-vous cet indicateur. Oui, je dois faire quelque chose de nouveau, je dois essayer. Et mettez à vos équipes cet indicateur. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as envie qu'on essaye de nouveau pour sortir du cadre et faire quelque chose de nouveau? Voilà, je passe la parole à Marie-Françoise. Donc aujourd'hui, il y a bien urgence à se réinventer quand on a essayé beaucoup de choses pour pérenniser son activité et retrouver des nouveaux leviers de croissance. Et pour cela, on vous invite à un tout petit exercice. J'allais dire vous asseoir un moment, vous êtes déjà assis, ça tombe bien. Hein, pour regarder les choses autrement, s'interroger sur ce qui aujourd'hui vous freine. En psychologie, on appelle ça les croyances limitantes. Hein, et puis, oser sortir du cadre. Vous voyez, c'est cool, hein, finalement, c'est pas très compliqué. Cet après-midi, c'est le dernier jour. Il y a quand même du végétal. Hein. On est absolument dans le végétal. Aujourd'hui, on peut voir notre marché comme ça, ou bien on peut le voir comme ça. Finalement, horticulteurs et pépiniéristes explorent le segment de l'ornement, du cadeau, un peu du paysage, un peu de l'alimentation avec le plan potager, mais il reste tout ça. Alors ça, je l'ai mis, le segment qu'on explore, c'est la petite part du gâteau. On est tous en train de se bouffer le nez là-dessus, c'est pour ça que c'est rouge, c'est saignant. Et puis, finalement, on peut aussi voir qu'il nous reste tout ça à conquérir, tous les autres usages du végétal. Qu'est-ce que je vous montre sur cette diapositive? Un géranium a priori. Ben non, ça c'est pas une plante. Ce que vous avez entre les mains comme savoir-faire, c'est un couteau suisse. Le savoir-faire végétal, c'est un outil multifonction qui peut permettre de servir des usages, donc des marchés pour vous, dans le domaine de l'urbanisme, donc de l'agriculture urbaine et des aménagements, de la biodiversité, de l'agroforesterie, de la cosmétique, des plantes tinctoriales, du génie végétal, de la santé-nutrition, du tourisme loisir, l'alimentation aussi. Je vous donne juste quelques exemples pour vous donner envie d'explorer certains de ces champs. En matière d'urbanisme, on connaît déjà, c'est presque des classiques, les murs végétaux et les toitures végétalisées. Voilà deux exemples parmi d'autres. Je remercie toutes les entreprises toutes les autres entreprises qui ne peuvent pas être citées m'excuseront, mais c'était juste des exemples. Mais également d'autres concepts, comme le concept de, je dirais, massif prêt à poser, hein.
qui sont commandés à façon et qui arrivent livrés, qui peuvent être posés et permettent aux villes de renouveler en économisant énormément de main-d'œuvre leur massif. Des nouveaux concepts qui émergent adaptés à de l'agriculture urbaine et des gens qui n'ont pas le temps. Par exemple, là, ce projet de mini potager planté à la carte avec une possibilité, un service de mise en nourrice en hiver et de relivraison le printemps suivant avec les plantes que vous voulez. Vous voulez des tomates, vous voulez du persil, on met ce que vous voulez. Alimentation, là je vais sortir du plan potager. Les plantes comestibles, alors j'ai entendu qu'il y avait des programmes Astre d'Or maintenant qui portent sur la mise au point d'itinéraires et la sélection des espèces les plus adaptées. Il y a déjà des entreprises qui proposent des pétales de fleurs. Pour le moment, c'est sur les marchés de la restauration. Je viens de voir qu'un sélectionneur suisse a mis au point et lance une variété de bulbes de dahlia comestibles. Autant de pistes de diversification. Dans la cosmétique, je vais rendre un hommage à nos amis de Florisud du Var qui travaillent à la valorisation des fleurs coupées dans d'autres domaines que l'ornement. Citons le contrat avec un parfumeur sur des variétés de pivoine ou le partenariat avec l'Occitane en Provence pour participer à la décoration des magasins et relancer une filière de production d'immortels. En plante tinctoriale, déjà 2 grandes initiatives régionales, couleurs de plantes à Rochefort, basées sur tous les savoir-faire développés par le CRIT Ardor, et puis Anjou Tinctoria sur la région de Chémillé. Attention cependant à ne pas s'emballer sur les plantes qui nécessitent une transformation industrielle avec en face des acheteurs qui ne sont pas le boutiquier du coin, qui sont quand même des grosses sociétés. On ne se lance pas tout seul dans son jardin avec sa cocotte minute à distiller. Il faut s'appuyer sur des structures, et il y en a qui existent, notamment des coopératives qui fédèrent des producteurs intéressés par ce type de développement. En génie végétal, les enjeux environnementaux, on les connaît tous, que ce soit pour la restauration de sites dégradés industriels, la dépollution des eaux, la dépollution des sols, la stabilisation des berges, excusez-moi. Le ministère du Développement durable vient de recenser un annuaire avec 186 acteurs dans le génie végétal. Moi, j'ai trouvé là-dedans que 5 producteurs, pépiniéristes ou vivaciers. Ça fait 181 clients pour des producteurs horticoles et pépiniéristes. Quelques exemples. Là, vous avez une société qui fait des boudins végétalisés pour la stabilisation des berges. Là, un essai phytotherque dans le Tarn de dépollution de terre qui est pleine de métaux lourds par du pélargonium odorant. En haut, la pépinière Robin qui revégétalise des sites industriels pollués ou dégradés. En matière de santé, nutrition, il y a quelques années, on vous parlait de la production d'algues sous serre. Vous avez une serre, vous avez des tablettes, il n'y a qu'à mettre un peu d'eau dedans et voilà, c'est fait. Aujourd'hui, il y a une centaine de producteurs qui sont regroupés en association des spiruliniers de France qui produisent jusqu'à 100 tonnes de spiruline. C'est une algue qui, séchée, constitue un complément alimentaire très riche en plein de choses, enfin très bon pour la santé. L'aquaponie qui consiste à faire pousser des plantes et assurer la fertilisation de ces plantes avec l'azote rejeté par les poissons en circuit fermé, quelque chose qui était aussi un peu de la science-fiction il y a quelques années, qui aujourd'hui se développe. Il y a des modules sur lesquels travaillent le Râteau, le lycée piscicole de la Canourgue en Corrèze, cette société à Bâle, Urban Farmer, qui propose des modules d'aquaponie urbaine avec des kits d'adaptation à des tablettes horticoles. Donc on n'a plus qu'à acheter les tilapias et à les mettre dans l'eau. Je simplifie un peu évidemment, mais bon. Et demain, on est juste à l'aube de trouver toutes les applications auxquelles le végétal peut apporter des réponses et des solutions. Donc il faut rester en veille, ouvert sur tous ces développements. Et je vais en terminer sur ces exemples pour dire maintenant pourquoi pas nous, pourquoi pas vous, par où commencer. La première étape, pour faire écho à ce qu'a dit Valérie, elle est dans votre tête. C'est-à-dire, j'ai une idée, je m'interdis de penser que ça n'est pas possible. J'ai une idée, je ferme les yeux et je me projette. Je dis, ça y est, j'y suis. Je suis Zorro. Et vous seriez la señorita. Vous avez jamais joué à ça quand vous étiez petit ? Et déjà, rien que le fait dans sa tête de se mettre en situation, ça devient déjà un tout petit peu moins impossible. Bon, je m'y vois, j'ai envie. Après, évidemment, il y a un certain nombre d'étapes, mais bon, c'est de l'intendance une fois qu'on a décidé.
faire le point, mettre à plat où on en est, moi, mon entreprise. J'ai des savoir-faire. Aujourd'hui, je ne suis pas producteur de plantes massives, j'ai un savoir-faire de transformateur de génie végétal. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai un outil qui est ce qu'il est, moderne, pas moderne, de l'extérieur, des serres, etc. J'ai des contacts et j'ai des réseaux. Comment je peux utiliser ces trois piliers pour construire mon projet? Et avant de passer la parole à Brand, j'aurais conclure en disant il faut suivre le célèbre adage chinois, c'est une blague à 2 balles, hein, il vaut mieux réussir à plusieurs que se planter tout seul. À toi, Brand. Merci Marie-Françoise, merci Valérie. Donc peut-être qu'il y a ça qui suffit, il n'y a peut-être pas besoin des deux, non, ça serait un peu trop. Il est bien évident que toute cette logique dont on vient de vous parler, tout seul, c'est pratiquement actuellement inabordable. Je pense qu'il faut déjà accepter d'en parler avec d'autres. Henry Ford disait se réunir, c'est déjà un début, rester ensemble, c'est un progrès, et travailler ensemble, c'est la réussite. Alors, réussir d'amont en aval, c'est complètement utopique actuellement, c'est pratiquement impossible maintenant. Donc, il va falloir intellectuellement accepter de rechercher des alliances. Et mon conseil, ou le propos que je vais vous tenir, c'est que les alliances doivent être choisies et non imposées. On va voir quelques exemples d'alliances. Par exemple, il y a des alliances qui sont obligées, il y a des alliances que l'on subit. Les alliances qui ont été faites au niveau de l'Europe ou au niveau de la nouvelle départementalisation ou nouvelle régionalisation, ce n'est pas nous qui intervenons là-dedans. On y participe parce qu'on est obligé, mais ce sont quand même des alliances. Ça, c'est des imposés. Vous aviez des alliances un peu plus choisies déjà, c'est-à-dire vous avez des gens qui se sont réunis, qui ont mutualisé un peu leurs efforts dans les différents sens, et petit à petit, on en voit des résultats très positifs. Vous avez aussi des alliances en termes de structures d'accompagnement, de structures d'enseignement. Je citerai aussi Plantes et Cités, Végépolis, Agrocampus et l'INRA. Et tous ces organismes se sont mis à réfléchir ensemble et de plus en plus ensemble. Et vous avez d'autres alliances qui ont été initiées par des producteurs. Vous avez des producteurs, des distributeurs concurrents, je vous signale d'ailleurs, qui se sont mis ensemble, des distributeurs. Ils ont mis dans la boucle des associations de consommateurs et du coup, ils ont su générer une coopération pour mettre en place des signes de qualité et on en voit les premiers résultats, mais il y a d'autres plantes qui suivent derrière. On en voit les premiers résultats avec les dahlias label rouge qui sont en plus, question d'alliance, soutenues par différents organismes dont on parlait tout à l'heure. Alors déjà, on est dans des alliances plus choisies. Vous aviez des alliances encore plus choisies qui sont par exemple des coopératives comme la CICAD Saint-Paul-de-Léon. Alors je vous prie de m'excuser parce que les logos ont changé, mais les logos changent vite en ce moment, hein. Donc vous avez une évolution de ce côté-là où vous avez des producteurs qui se sont alliés ensemble et je citerai quelques exemples. Encore une fois, comme disait Marie-Françoise, toutes mes excuses pour ceux qu'on n'a pas eu le temps de citer, mais c'était une question de place aussi. Donc SICA Saint-Paul-de-Léon, une alliance que vous connaissez tous par l'intermédiaire de Kérisnel, Fleuron d'Anjou qui réunit des gens du monde des légumes, peut-être même des fruits et des plantes et fleurs. Vous avez Cerdis qui est une alliance un peu plus petite de 5 producteurs qui se sont mis ensemble mais qui du coup ont eu une visibilité beaucoup plus pertinente au niveau de la distribution spécialisée notamment. Vous avez aussi des alliances intermétiers qui sont intéressantes à explorer. Vous avez cet exemple assez récent du concept Flora Mobile, c'est les Fabrice Boutin et Ludovic Miasso, qui sont des pépinières Boutin, qui ont développé un produit avec un ingénieur en plasturgie, qui ont été en même temps soutenus par d'autres organismes. Le concept a été breveté et du coup, comme ce sont vraiment des spécialistes qui ont accepté de discuter ensemble en amont, la réussite est très prometteuse de ce côté-là. Voilà, donc un autre type d'alliance plus choisi. Vous avez ensuite des alliances en termes de regroupement aussi. Là, c'est un choix qui est peut-être un peu plus imposé quelquefois par la nécessité, mais dans le domaine de la fleur coupée, j'ai quelques exemples ici avec Floranova, qui est le regroupement du Jardin des Fleurs, de Oya Fleurs et du réseau des artisans fleurs. Vous avez aussi Monceau Fleurs, Rapide Fleurs. Alors,
là, on est peut-être dans des alliances un peu plus obligées, mais des alliances quand même. Vous avez aussi, et là nous en avons le président qui est présent parmi nous. D'ailleurs, si vous voulez lui poser des questions sur les alliances, vous serez tout à fait, je pense qu'il vous répondra. Les horticulteurs et pépiniéristes de France, c'est une association créée en novembre 2001, si je ne dis pas de bêtises, avec 235 producteurs, sage 250 même, 250 producteurs, vous voyez, on a l'actualité en direct, hein, et qui donc ont une efficacité, une visibilité qui est vraiment à l'échelon national, comme les artisans, ils sont reconnus comme les artisans du végétal, mais ça c'est de par leur alliance, si vous voulez, qu'ils ont accepté d'arriver à ces résultats, et peut-être vous pourrez lui poser des questions sur ce sujet. Vous avez aussi dans les pays étrangers des alliances de plus en plus. Je suis très frappé quand je vais visiter les expositions à l'étranger, soit comme IPM à Essen, soit des expositions aux Pays-Bas, où avant on avait 250 producteurs individuels qui avaient chacun un petit bout de stand. Maintenant, on a 10 grands stands avec chacun dedans 20 producteurs, si vous voulez. Donc on voit que tout ça est en train de se regrouper, quelquefois par choix, quelquefois par nécessité. Vous avez aussi même des alliances de marché qui se font actuellement. C'est-à-dire que Flora Holland était déjà le résultat d'une alliance de 6 marchés disséminés sur tous les Pays-Bas, qui n'en ont fait plus qu'un seul. Et puis, il s'est allié avec un autre marché coopératif qui était le Weiling Rheinmaß, et puis Landgard en Allemagne qui s'est mis dans la boucle aussi. Donc c'est une alliance qui regroupe maintenant un très grand territoire avec un grand potentiel de clients. Et vous avez, alors là je vous parle, parce que c'est bien gentil de parler des alliances si on ne donne pas l'exemple, alors je vous parle d'une alliance que l'on a faite récemment avec des spécialistes dans chaque pays pour essayer de mettre en relation justement les gens des différents pays les uns avec les autres quand il y a des recherches. C'est aussi une alliance. Vous avez donc des alliances horizontales avec des gens qui sont concurrents, des gens qui sont collègues, on va dire. Vous avez des alliances verticales entre le fournisseur et le client du client. Vous avez aussi des alliances transversales, des alliances obliques entre des rivaux potentiels ou des rivaux interfilières quelquefois, c'est-à-dire que plutôt que pour se faire concurrence entre une filière et une autre filière, l'alliance des deux filières pour un produit commun va peut-être avoir un intérêt pour les consommateurs et même pour toutes les entreprises qui y participent. Et puis vous avez aussi des alliances opportunistes pour accéder à certaines ressources que l'on ne pourrait pas obtenir tout seul. Donc le fait de s'allier pour obtenir ces ressources est aussi une solution. Voilà ce que je pouvais vous dire des alliances. Alors la réflexion, il va falloir penser alliance. Parce que je vous dis, tout seul, ça va être très très difficile à réussir. Donc c'est un engagement complet dans l'accord. Les conditions de succès sont les suivantes. Si vous voulez recevoir quelque chose, il faut accepter de donner. Et pas ne faire que recevoir et rien donner. Il faut vraiment que chacun identifie ses points forts et ses points faibles. Et une fois qu'on a réuni tous les gens à la même table, il faut voir ce que le groupe a comme point fort et comme point faible. Ensuite, eh bien, il faut mettre les égos dans la poche parce qu'il est évident que si tout le monde veut être calife à la place du calife, ça ne va pas aller. Vous avez aussi cette réalité que si vous cherchez d'abord la seule performance financière, ça va être un échec assuré. Il faut d'abord chercher l'efficience en tout point, de préférence à la performance financière. Et vous avez aussi, il faut corriger en avançant, car le concept économique autour de nous, le monde économique autour de nous, est en train d'évoluer à une telle vitesse et à une telle spirale montante qu'il va falloir que l'on se corrige en permanence en avançant. On ne peut plus décider quelque chose et le maintenir pour 2 ans. Il faut qu'on soit en permanence en train de le reconfigurer. Ça, c'est difficile à accepter. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. Et bien évidemment, s'il y avait un seul mot à mettre en avant dans ce propos, c'est le mot de confiance, car sans confiance, pas d'alliance. C'est clair. Et puis, évidemment, si vous avez toutes les capacités qu'ont maintenant les réseaux sociaux, on a des moyens de communication, c'est absolument époustouflant. Mais il faut encore savoir les utiliser. Je crois que d'ailleurs, Valérie, c'est une de ses spécialités. Si jamais vous avez besoin de conseils là-dessus, sans aucun problème. Alors, démultipliez votre communication, bien entendu, mais vous la démultiplierez d'autant plus que vous êtes à plusieurs. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire
à partir de maintenant. C'est-à-dire, s'il faut que je trouve des alliances, je me demande avec qui. Qu'est-ce qui me correspond bien? En termes de valeurs, évidemment. En termes de principes, de qualité, de savoir-faire, d'historique d'entreprise. Et puis, pourquoi je vais m'allier? Pour apporter quoi? Qu'est-ce qu'on en attend? Et puis après, il y a le comment qui vient. Est-ce que c'est sur la totalité de l'offre? Est-ce que c'est sur une partie? Est-ce que c'est seulement pour un temps? Est-ce que c'est seulement pour la vente, pour la production, pour la recherche? Voilà. Mais on se pose ces questions car on ne pourra pas de toute façon les éviter. Alors, évidemment, je vous parle de l'Alliance qui nous permet de vous présenter ces différentes réflexions. Vous avez ici les membres du réseau Ortea qui cogitent ensemble depuis 6 ans maintenant et qui vous permettent d'avancer. On va laisser les phrases de conclusion. Marie-Françoise, Valérie, comment on peut faire? Parce qu'évidemment, ces gens se disent c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ben voilà, on espère que vous a donné envie d'ouvrir la boîte, de sortir du calme, de se dire que et pourquoi pas, et si j'essayais. Et premièrement, peut-être... Premièrement, j'aurais tendance à dire, il faut arrêter de se réfugier dans le « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, c'est quelque chose qui est très simple pour éviter d'avoir à mettre les mains dans le cambouis. Il faut absolument que vous arriviez à réfléchir sur ce que vous faites actuellement. Qu'est-ce que vous pourriez faire à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer pour vous dégager du temps? Ça, c'est la première des priorités. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Avec ce temps-là, Marie-Françoise, on regarde autour, on s'informe. On s'ouvre, on parle, et puis chaque fois qu'une montagne paraît impossible à gravir, on la casse en petits morceaux et on se fait une première résolution. Donc la première résolution, c'est demain. J'ai monsieur Michu à côté de chez moi. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je veux aller voir ce qu'il fait parce que ça a l'air vraiment innovant. Je prends mon téléphone et ma résolution, c'est je prends rendez-vous avec monsieur Michu et je veux le voir. Et je fais comme ça, tous les jours, toutes les semaines. Je m'ouvre et au fur et à mesure, mon idée mûrit, mon idée s'enrichit. Et donc, je bannis de mon vocabulaire le mot « impossible », puisque finalement, je me dis que tant que je n'ai pas trouvé quelque chose qui était impossible à franchir et à ne pas le contourner, eh ben, je commence par essayer et je donne à toutes mes équipes l'objectif de « on va essayer, on va essayer, on va essayer ensemble et on va trouver des solutions ». Voilà.